Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 7e épisode de Vlogmas. Bonne nouvelle, mon mois de novembre a été génial niveau lecture. J'ai lu plein de livres et plein de bons livres surtout. Donc j'ai vraiment hâte de vous partager quelques-uns des livres que j'ai lus et appréciés durant ce dernier mois. Comme à la fin de chaque année, je fais le tri dans ma palle. À la fin de chaque année, j'essaye aussi de lire le plus de livres qui se trouvent dans ma palle pour essayer de la réduire le plus possible. Donc parmi les 4 livres que je vais vous présenter aujourd'hui, il y en a 3 qui se trouvaient dans ma palle depuis quand même pas mal de temps. Un en particulier que je voulais lire depuis plusieurs années. Donc je suis bien contente d'avoir enfin pu lire ces livres, d'avoir pris le temps de les lire et je suis encore plus contente de les avoir aimés pour la plupart. Donc on va commencer avec le premier livre. Ce livre, je pense vraiment que c'est l'un des livres que j'ai le plus aimé cette année, pour ne pas dire le livre que j'ai le plus aimé cette année, parce que qui sait, il se pourrait que j'ai un autre coup de cœur avant la fin de l'année, mais vraiment j'ai tellement aimé ce livre. J'avais pourtant quelques a priori avant de commencer ma lecture, parce que ce livre c'est une fantasy Dark Academia. J'ai été déçue par pratiquement tous les livres de fantasy Dark Academia que j'ai lus. Si vous avez vu ma vidéo sur Babel et ma vidéo sur... c'était quoi déjà le nom de ce livre ? Ces livres-là, c'était de la Fantasy Dark Academia que j'avais très hâte de lire et finalement j'ai pas du tout accroché. Donc j'ai une relation assez particulière avec la Fantasy Dark Academia. Sur le papier, c'est un genre qui devrait vraiment me plaire parce que j'adore les livres qui se passent dans des écoles, j'adore les livres qui parlent d'apprentissage, de savoir et qui abordent les aspects les plus sombres de la connaissance, des archives historiques. Donc sur le papier, c'est un genre littéraire que je devrais aimer, mais je sais pas, j'ai eu beaucoup de déceptions avec la Fantasy Dark Academia. Donc quand j'ai vu que ce livre-là, c'était une Fantasy Dark Academia, j'avais beaucoup d'a priori, j'avais peur d'être déçue, et puis finalement, j'ai été, je veux pas dire agréablement surprise parce que c'est tellement un euphémisme. Ce livre était génial, magnifique, merveilleux, le meilleur livre de Fantasy Dark Academia que j'ai jamais lu. Et je ne vous ai toujours pas donné le titre de ce livre. Donc ce livre c'est Blood Over Bright Heaven de M.L. Wang. Donc Blood Over Bright Heaven, comme je vous l'ai dit, c'est un livre de Fantasy Dark Academia qui prend place dans une très grande cité où la magie est utilisée comme principale source d'énergie. Les mages les plus puissants de la cité, qui sont tous des hommes, dirigent aussi la cité et ce sont eux qui organisent le développement technologique, donc le développement magique de la cité. L'héroïne de l'histoire, le personnage principal de l'histoire s'appelle Siona et c'est une apprentie mage. Elle rêve de devenir la première femme haute mage de sa cité. Elle y a travaillé toute sa vie, elle a étudié hyper fort pour pouvoir rejoindre le cercle très fermé des magiciens les plus puissants de sa ville et elle est aussi, je dirais, un petit génie en fait dans son domaine de magie. Donc au tout début du roman, dans le premier chapitre, donc c'est vraiment pas un spoiler, Siona réussit à la suite d'un examen à faire partie du cercle fermé des hauts mages. Elle devient elle-même une haute mage, elle accomplit son rêve et sa première mission en tant que haute mage va être de concevoir un sortilège qui va permettre de renforcer et d'étendre la barrière magique qui entoure la ville. Parce que cette cité où se déroule toute l'histoire est entourée par une barrière magique qui sépare la cité du reste du monde. Le reste du monde, c'est un territoire gelé, inhospitalier, attaqué régulièrement par une force mystérieuse qui s'appelle The Blight, qui extermine tout ce qu'elle touche. The Blight a ravagé toute la faune, la flore qui se trouve à l'extérieur de la cité et attaque aussi régulièrement les peuples qui vivent à l'extérieur de la cité. En tant que seule femme parmi les hauts mages, Siona est très vite mise de côté et elle est un peu forcée de prendre l'homme de ménage comme assistant parce qu'aucun mage n'accepterait de devenir l'assistant d'une femme. La situation est supposée l'humilier, mais contre toute attente, Siona se lie d'amitié avec cet homme de ménage. Cet homme s'appelle Tomil et il appartient à l'un des peuples vivant à l'extérieur de la barrière. Donc je vous ai dit que les peuples vivant à l'extérieur de la barrière sont continuellement attaqués par cette énergie mystérieuse appelée The Blight.
À cause de cette énergie qui tue en fait toutes leurs sources d'alimentation, qui les tue aussi eux-mêmes, ils sont obligés de traverser le désert de glace pour tenter de rejoindre la cité. Sauf que dans la cité, ils sont traités comme des sous-humains, ils sont relégués à des espèces de banlieues insalubres et ils sont obligés d'occuper les emplois que personne d'autre en fait ne veut occuper. En travaillant avec Tomil, Siona réalise que tout ce qu'on dit au sujet des peuples de l'autre côté de la barrière est faux. Leur collaboration lui fait donc remettre en question beaucoup de choses au sujet de la société dans laquelle elle vit et va aussi l'amener à faire des découvertes très importantes, ce qui va lui a forcé en fait à remettre en question vraiment toutes ses certitudes et toutes les règles morales en lesquelles elle croyait jusqu'à présent. Je ne veux pas en dire plus parce que je ne veux pas vous spoiler, j'en ai déjà dit beaucoup. Moi quand j'ai commencé ce livre, j'en savais très peu et j'ai vraiment aimé être surprise par les différents retournements de situation. J'aimerais que vous puissiez vous aussi être surpris comme je l'ai été par ce livre. Tout ce que je peux vous dire au sujet de ce livre, c'est que c'est vraiment définitivement la meilleure fantasy Dark Academia que je n'ai jamais lu. Donc si c'est un genre littéraire que vous aimez, si vous avez aimé Babel par exemple, je pense sincèrement que vous allez adorer Blood Over Bright Heaven. Alors déjà pour commencer, le système magique dans ce livre est super original. C'est un système magique qui est inspiré de la programmation. Donc les personnages, pour pouvoir faire de la magie, ils utilisent des appareils qui ne s'appellent pas des ordinateurs, mais sont des ordinateurs et ils doivent coder leur sortilège pour pouvoir donc utiliser la magie. J'ai trouvé vraiment l'idée de ce système magique super original. J'avoue que par moments j'étais un petit peu perdue dans les explications parce que je ne suis moi-même pas une programmeuse. J'ai quelques notions de HTML et de CSS comme beaucoup de gens qui utilisent internet depuis l'enfance, mais c'est tout, c'est là où s'arrêtent mes connaissances. Donc j'avoue qu'il y a certains moments, ça m'a un petit peu perdue. Mais sinon, j'ai vraiment trouvé le fonctionnement de cette magie trop bien trouvé, trop intéressant. La magie peut s'apprendre, la magie est une science qui peut être étudiée. Et donc on comprend clairement comment Siona peut être une experte dans son domaine. En ce qui concerne l'intrigue, on a une intrigue hyper bien ficelée. Honnêtement, c'est le genre d'intrigue très carré, bien structuré que j'adore. Il n'y a aucun temps mort et pourtant on n'a pas l'impression que les choses sont précipitées. Et le récit met vraiment en lumière les différents thèmes que l'histoire cherche à aborder. Disons que cette histoire est très claire, elle n'utilise pas un million de métaphores. On voit clairement quel est le sujet, quel est le thème que l'autrice a cherché à développer avec son texte. Dans cette histoire, il est vraiment question de racisme, de sexisme, de réécriture des archives historiques au profit des vainqueurs, entre guillemets, parce que je n'aime pas exactement ce que ce terme sous-entend. Et tous ces thèmes sont abordés avec toute la gravité, la nuance, la finesse qu'ils méritent. Tout s'emboîte parfaitement pour donner une image tellement claire, tellement frappante. Je sais à quel point ça peut être difficile lorsqu'on écrit de la fantasy de faire en sorte que tout s'emboîte à la perfection. Et ici, on peut voir qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait pour que ça soit le cas, pour que ça réussisse. Aussi, je ne peux pas parler de Blood Over Bright Heaven sans mentionner les personnages qui sont tellement bien écrits. Vous savez à quel point pour moi les personnages c'est important dans une bonne histoire. Si j'accroche pas aux personnages, généralement j'accroche pas vraiment à l'histoire. Et là j'ai tellement aimé les personnages, en particulier Siona, le personnage principal. C'est une héroïne honnêtement comme on en voit rarement. Comment décrire ce personnage? C'est un personnage qui est bourré de tellement de défauts. Elle est pleine de préjugés, elle est extrêmement égoïste, égocentrique. Elle est assoiffée de gloire, de puissance, mais aussi elle a cette insatiable curiosité. Elle sait qu'elle a les compétences pour réussir, qu'elle peut réussir et elle veut le montrer. Dans ce livre, il y a une romance, mais on n'est pas dans de la romantaisie, donc la romance ne joue pas un rôle si important que ça dans l'histoire. C'est important dans le développement des personnages, mais ce n'est pas le plus important dans leur développement ou dans le développement de l'intrigue. Mais la romance, donc, je l'ai beaucoup aimée aussi. J'ai été très touchée donc par la relation de ces deux personnages. J'ai vraiment eu le sentiment que leur relation fait ressortir les meilleures parties de ces deux personnages, les meilleurs aspects de leur personnalité. Pour moi, c'est le meilleur genre de romance. C'est ce type-là de romance qui me touche toujours beaucoup. Et j'avoue, j'ai versé quelques larmes à la fin du livre, dans les derniers chapitres. Si vous avez lu ce livre, vous savez pourquoi j'ai un peu pleuré à la fin. Mais en même temps, ce livre n'aurait pas pu finir différemment.
je pense. Bref, je vais pas continuer comme ça de m'épancher sur ce livre, j'ai besoin de parler des 3 autres. Mais vraiment, si vous avez l'occasion, l'opportunité de lire Blood of a Bright Heaven, je vous recommande vraiment ce livre. Le prochain livre dont je voulais vous parler n'a malheureusement pas été un coup de cœur, mais je pense quand même que ce livre comporte beaucoup d'éléments très intéressants et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Ce roman, c'est Orcast de Marge Nantel. Alors Orcast, c'est un roman de dark romantasy. Je sais pas si ce terme existe, mais je pense que c'est le meilleur terme pour décrire ce livre. Donc c'est un livre qui se déroule dans un univers de fantasy dans lequel la population est séparée en plusieurs castes très fermées et très rigides. Donc dans cet univers, la magie aurait eu un impact tellement important sur la nature que certains animaux auraient évolué pour devenir presque à moitié humains. Les phénix, les serpents et de plein d'autres animaux dont je ne me souviens pas là maintenant auraient été impactés par la magie et donc seraient devenus presque à moitié humains. Le rang social est extrêmement important. Les personnes qui possèdent de la magie, donc qui peuvent faire de la magie, ont le rang social le plus élevé et les êtres qui ressemblent le plus à des humains sont aussi de rang social plus élevé. Suel, le personnage principal de l'histoire, est pratiquement un paria. Suel appartient au clan du lynx. Malheureusement pour lui, on voit clairement sur son physique ses différents attributs de lynx et il ne possède aucune magie. Donc à cause de ça, son rang social fait partie des rangs les plus bas de la société. Suel travaille en tant que pourvoyeur pour un membre du clan des serpents, si je ne me trompe pas. En gros, il récupère toutes sortes d'objets, toutes sortes d'informations pour les clients de son employeur. Un jour, un étranger, donc un mystérieux étranger qui se fait appeler Ténèbres, arrive donc dans la boutique de l'employeur de Suel parce qu'il est à la recherche d'informations concernant une pierre plutôt bizarre qu'il transporte avec lui. Sa route croise ainsi celle de Suel dont il va très rapidement se rapprocher. Ces deux personnages vont être obligés de s'allier lorsqu'ils vont se retrouver embarqués un peu malgré eux dans un gros complot politique. Ce complot va les obliger à faire face aux démons de leur passé et va aussi fortement contribuer donc à leur rapprochement émotionnel et physique. Alors Orcast, j'étais vraiment intéressée par ce livre parce que l'autrice Marge Nantel a remporté, je crois, l'année dernière le prix Utopial pour son roman Code Ardent. C'est de la science-fiction, je crois, et j'avais lu le résumé, mais j'étais pas particulièrement attirée par l'histoire. J'avais le sentiment que c'était pas trop pour moi, mais lorsque j'ai vu Orcast, j'étais vraiment curieuse en fait de découvrir la plume de cette autrice, et j'avais l'impression que Orcast rentrait plus dans mes cordes lorsque j'ai lu le résumé. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup accroché à l'histoire de Orcast. J'ai beaucoup aimé le world building. Le world building est super complexe, on voit qu'il a été bien travaillé par l'autrice. Les différentes castes, c'est super intéressant, super original également. J'ai aimé découvrir les codes de cet autre monde parce qu'il y a vraiment des règles sociales, parfois très violentes dans ce monde, des codes complètement différents d'une autre, et tout ça rend donc cet univers super original, super intéressant. Je sais pas pourquoi j'ai jamais vraiment réussi à rentrer dans l'histoire. C'est un livre que j'ai aimé lire, mais à chaque fois que je le déposais, j'avais pas forcément envie de le reprendre pour continuer. Le fait que tout le développement des personnages repose aussi sur la romance, ça fait en sorte que j'ai eu vraiment du mal à m'attacher à ces personnages. J'ai eu l'impression qu'il arrivait plein de choses aux personnages, mais que eux-mêmes n'étaient pas forcément très actifs. Donc c'est peut-être ça qui m'a gardée à l'extérieur du récit. Du coup, je recommande ce livre pour les personnes qui aiment la romance et qui n'ont pas peur de high fantasy, très high, parce qu'on est quand même dans un degré de fantasy vraiment très high, avec des créatures surnaturelles, un autre monde vraiment différent, avec des complots politiques quand même importants, donc ça peut être ennuyant pour les personnes qui n'aiment pas la high fantasy. Oh aussi, et avant que j'oublie, il y a beaucoup de scènes explicites dans ce livre. Ça m'a pas choqué plus que ça, mais il faut dire aussi que je suis désensibilisée par ce genre de scène, ayant lu beaucoup de fanfics explicites lorsque j'étais jeune. J'ai l'impression que je vous dis trop de choses sur moi là. Mais en lisant les commentaires que les gens ont laissés sur Babelio au sujet de ce livre, j'ai vu que ça avait choqué plusieurs personnes. Donc je vous préviens, il y a beaucoup de scènes explicites dans ce roman si vous avez l'intention de le lire. Le troisième livre dont je veux vous parler est Piranèse de Suzanne Clark. Ce livre, plusieurs d'entre vous en auront sans doute, peut-être, beaucoup entendu parler il y a quelques années, que ce soit dans la sphère anglophone ou dans la sphère francophone. Je pense que ce livre a eu beaucoup de succès lorsqu'il est sorti, et d'ailleurs il est dans ma pile à lire depuis cette période. Ça fait vraiment très longtemps que je voulais le lire. À chaque fois je procrastinais parce qu'à chaque fois je relisais le résumé et je me disais je me sens pas vraiment dans le mood pour lire ça. J'ai pas l'impression que c'est le bon moment maintenant pour lire ça. Mais après tout ce temps, j'ai enfin lu ce livre. Je suis tellement contente de pouvoir le ranger
enfin dans ma pile de livres lus. Piranèse, petit résumé avant de vous dire ce que j'en ai pensé. Donc Piranèse raconte l'histoire de Piranèse, un homme qui se trouve enfermé dans un palais. Le monde de Piranèse se cantonne à ce palais qui est en fait un immense labyrinthe contenant un nombre incalculable de pièces qui elles-mêmes contiennent un nombre incalculable de statues de toutes formes, des statues représentant des êtres humains, des animaux et même des créatures mythologiques telles que des minotaures. Certaines des pièces dans ce labyrinthe sont immergées par une sorte d'océan rempli de poissons que Piranèse peut pêcher et qu'il pêche d'ailleurs pour se nourrir et pour survivre. Piranèse vit presque seul dans ce grand palais. Ses seuls compagnons sont des squelettes qui se trouvent dans une pièce du labyrinthe, des oiseaux qui aiment survoler les salles immergées du labyrinthe et l'autre. Donc l'autre serait un scientifique à la recherche du grand savoir, G et S majuscules, donc vraiment le grand savoir, caché quelque part dans le labyrinthe. On réalise rapidement pendant notre lecture que Piranèse n'a aucun souvenir de comment il s'est retrouvé dans ce labyrinthe. Il n'a aussi aucune connaissance d'un monde pouvant exister à l'extérieur de ce palais, à l'extérieur de ce labyrinthe. Il est l'enfant chéri du palais, c'est comme ça qu'il se décrit. Le monde de Piranèse est bouleversé le jour où il découvre qu'une autre personne serait aussi présente dans le labyrinthe. Alors juste au résumé, je pense que vous pouvez voir que ce livre est plutôt bizarre. On est dans du fantastique, mais vraiment un fantastique très différent de celui auquel on peut être habitué. Comme ça fait très longtemps que je voulais lire ce livre, je n'ai pas été trop surprise par le livre, j'en avais déjà entendu beaucoup parler, mais ça reste une histoire très originale, même si j'ai pas été surprise. La seule chose, c'est que j'ai pas été très charmée par cette histoire. Plus je le lisais et plus je comprenais pourquoi finalement je procrastinais autant à le lire. En fait, c'est parce qu'une petite partie de moi savait que cette histoire était pas vraiment pour moi. L'histoire est originale, facile à lire et j'étais curieuse de savoir à chaque fois ce qui allait se passer après. J'étais quand même intéressée par l'histoire, mais voilà. Pour moi, c'est sans plus. C'était une bonne lecture, mais sans plus. C'est un très très bon livre, je comprends pourquoi il a fait autant parler de lui, mais malheureusement, ce n'était pas un livre pour moi. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'aimerais beaucoup vous lire au sujet de Piranèse parce que c'est définitivement un livre différent de ce qu'on a l'habitude de voir. On passe maintenant au dernier livre dont je voulais vous parler aujourd'hui. Bad Cree de Jessica Jones. Donc là, on a un deuxième coup de cœur. J'ai aussi beaucoup aimé ce livre. Je savais avant de commencer ce livre que j'allais l'aimer, mais je pensais pas que je l'aimerais autant. Alors Bad Cree raconte l'histoire de Mackenzie, une jeune femme Cree qui vit à Vancouver. Elle se réveille un matin avec une tête de corneille dans la main, le genre de réveil qu'on aimerait tous avoir, bien sûr. Ça fait plusieurs mois qu'elle cauchemarde, elle rêve sans cesse de sa sœur décédée et elle rêve aussi régulièrement qu'elle se fait attaquer par des corneilles. Au fil du récit, les cauchemars de Mackenzie deviennent de plus en plus terrifiants, de plus en plus réels. Elle est capable de rapporter des objets venant de ses rêves dans le monde réel, donc elle a rapporté cette tête de corneille de son cauchemar, et donc aussi ce qui lui arrive dans ses rêves a des répercussions. Un jour, elle rêve qu'elle tombe dans un lac et qu'elle se noie. Quand elle se réveille, elle est littéralement en train de se noyer et elle crache de l'eau. Donc vous pouvez l'imaginer, Mackenzie est très heureuse dans ce livre, absolument pas. Surtout quand sa sœur décédée se met à lui envoyer des SMS. Alors là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Donc là, bien sûr, Mackenzie n'est pas bien et moi aussi, je n'étais pas bien pendant ma lecture. Pour échapper à ses cauchemars et aux dangers qui, visiblement, la pourchassent dans ses rêves, Mackenzie est forcée de retourner dans la ville où elle a grandi, dans les prairies, donc de retourner auprès de sa famille. Grâce à ses tantes, grâce à sa mère, grâce à sa cousine et son autre sœur, Mackenzie va enquêter pour comprendre qu'est-ce qui lui arrive, pour comprendre l'origine de ses cauchemars et pour comprendre qu'est-ce qui la menace réellement. Alors Bad Cree, c'est un roman atmosphérique comme je les aime. Vous savez que j'aime les romans avec une atmosphère très lourde. J'aime quand les lieux et les atmosphères respirent dans les livres. Et bien dans Bad Cree, c'est exactement ça. On a vraiment des lieux très très vivants et on a une atmosphère aussi très pesante. À chaque fois que je rentrais dans ce livre, je rentrais aussi un petit peu dans les cauchemars de Mackenzie. J'ai eu peur pendant ma lecture, je vais pas vous mentir. Généralement, je peux lire un roman d'horreur effrayant sans avoir peur. Mais là, je sais pas si c'est parce que j'étais fatiguée lorsque je l'ai lu ou autre chose. J'ai vraiment visualisé la sœur décédée de Mackenzie, en particulier dans la scène où sa sœur se trouve sur le lac. J'étais pas bien après avoir lu cette scène. J'avais l'impression que la sœur de Mackenzie se trouvait derrière moi dans ma chambre. Donc tout ça pour dire que l'horreur de ce livre a vraiment bien fonctionné sur moi. Donc cette histoire, c'est une histoire d'horreur, mais c'est aussi une histoire qui parle de famille, qui parle de communauté et qui parle de deuil. On passe beaucoup de temps donc avec la famille de Mackenzie, avec sa mère, ses tantes, sa cousine, son autre
sœurs. En fait, l'histoire parle de plusieurs deuils que cette famille a dû vivre en peu de temps, de comment ces deuils successifs ont impacté les liens qui unissent les membres de cette famille. J'ai passé un agréable moment durant ma lecture, même si j'ai eu peur quelquefois. J'ai aussi beaucoup aimé le style d'écriture. Il y a plusieurs phrases que j'ai trouvées très belles, plusieurs comparaisons notamment que j'ai trouvées très jolies, très originales. Donc je pense que le traducteur Éric Fontaine a aussi fait un très beau travail avec ce livre. Bref, un ouvrage que je vous recommande si vous avez l'occasion de le lire et si vous aimez l'horreur. Et c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo lecture. J'espère avoir réussi à vous faire découvrir un livre, avoir réussi à vous donner envie de lire l'un de ces livres. N'hésitez pas à me parler de vos lectures dans les commentaires, des livres que vous avez aimés ou même des livres que vous avez détestés au cours des derniers mois. Parlez-moi de tout ça, j'adore vous lire tous les jours. Je n'arrive pas à croire que ça fait déjà une semaine que j'ai commencé Vlogmas, ça passe hyper vite parce que oui, cette vidéo a été filmée au mois de décembre. J'ai filmé plusieurs vidéos en avance pour Vlogmas, mais celle-ci, je la filme au mois de décembre après que Vlogmas ait commencé. Donc vraiment merci de me suivre, merci d'avoir suivi mes précédentes vidéos. Tous les jours, je suis trop contente de lire vos commentaires. Donc voilà, vraiment merci pour votre soutien au cours de cette première semaine de Vlogmas. On se retrouve donc demain pour le prochain épisode de Vlogmas. Portez-vous bien tout le monde et à très bientôt. Bye!